Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, en espérant que vous êtes, malgré le contexte sanitaire entre le confinement partiel et le couvre-feu, que malgré tout vous retrouvez peu à peu cette envie de vous sentir libre, de vous amuser quand même, parce que ça, il faut aussi qu'on se remette à regarder les choses du mieux. Mais ne pas le faire comme au cinéma. Quand on a ouvert la porte du cinéma, tout le monde est parti. Ça a duré une semaine. Après, tout le monde est resté à la maison. Donc, mais il faudra quand même réapprendre. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Réapprendre les gestes de la vie de tous les jours. Et je pense que ça va pas être simple. Mais on va se poser une question. Est-ce que si on fait une photo, pas une selfie, mais une photo, est-ce que si on fait cette photo, est-ce que ça va être intéressant ? Est-ce que ça peut nous montrer notre joie de vivre ? On va en parler avec un photographe et avec Koussoum Lolibou dans Cosmo Rayonné. Bonsoir Koussoum. Bonsoir Gismi. Et bonsoir à Florian Lafosse. Bonsoir. Vous êtes photographe. Exactement, oui. Ça fait combien de temps ? Ça fait 5 ans, ouais, ça fait 5 ans cette année. Comment on devient photographe ? On cherche un appareil et après on mitraille partout ou on va à l'école ? De mon côté, on va pas à l'école, non. On est plutôt autodidacte. J'ai commencé en 2016. J'étais en licence de sciences politiques à Lille. Et pendant la première année, je me suis rendu compte que ça allait pas trop être ça. Du coup, j'ai quand même fini ma licence, mais entre-temps, j'ai commencé à m'intéresser à la photo, surtout sur YouTube, etc. Et voilà. Licence de sciences politiques ? Exactement, ouais. C'est un grand écart, là. Je ne vais peut-être pas aller sur cette posture gymnastique, mais je vais quand même poser la question, c'est... Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on parle de sciences politiques, on fait souvent référence à l'histoire et aux clichés de l'histoire. Exact. Et ça... Ça a beaucoup à voir avec ma photographie, je trouve aussi. C'est que, en gros, ma façon de voir la photo, c'est plutôt une démarche sociologique, une démarche en rapport aussi avec la science politique. C'est-à-dire, on utilise la photo comme témoin pour voir comment est la société aujourd'hui. C'est plus comme ça que je vois la photographie. Parce que là, quand on parle de... Et là encore, on revient, hein, je reviens sur des images de la politique, sur les images d'abord et les photos ensuite. Parce que avec le temps, on se rend compte, et ça, si je pense que aujourd'hui vous êtes arrivé à une certaine maturité, voilà, c'est d'analyser une photo, de comprendre ce qu'une photo peut apporter comme information. Aujourd'hui, c'est compliqué parce on est tellement submergé par les informations, par toutes les photos, par toutes les vidéos, parce que c'est à la portée de tout le monde. Avant, c'était pas tout le monde qui pouvait faire des photos. Avant, c'était à l'argentique, c'était très lent. Une photo, on voyait pas ce que ça donnait, il fallait la développer. Maintenant, tout le monde a la possibilité de faire des photos. Avec son smartphone, tout le monde est photographe et tout le monde est caméraman. Et journaliste aussi. Il y a des gens qui se prennent pour des journalistes aussi. J'allais dire, alors ça c'est quelque chose que Koussoum Lolibou a vu et que Florian Lafosse a également vu. Ce cliché, enfin c'est des images qu'on a vues. Cette dame qui donne, ou cet homme qui donne son enfant aux soldats américains en Afghanistan. Évidemment. C'est un cliché aussi, ça est devenu un cliché, cette photo-là, on la montre partout actuellement. Comme les images d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors déjà, moi en tant que mère, cette affaire de donner, en tant que mère et femme, cette histoire en Afghanistan me touche énormément. Mais en tant que mère, alors au moment où on donne son enfant, c'est quand même un geste fort. Hein, on ne donne pas son enfant comme ça et à n'importe qui. Et là, c'est comme si voilà, on enlevait une partie de soi, on faisait on rejetait une partie de soi, quoi. Alors, parmi les explications données pour commenter ces images, c'est que les parents étaient sûrs que si l'enfant restait en Afghanistan, il ne grandirait pas, il mourrait. Est-ce que là, cette image, et je pense que cette image a dû toucher toutes celles et tous ceux qui l'ont vue. Devenu insupportable même des fois à regarder. Oui. C'est voir justement
dans l'histoire de la photo, comment des clichés peuvent autant toucher, peuvent déclencher des émotions, peuvent déclencher des postures. Des postures. Mais ça, c'est le propre de la photo. C'est vraiment quand on est un bon photographe, la plupart du temps, on utilise ça comme outil vecteur d'émotion. C'est-à-dire, là, on a vu cette photo-là, ça a réagi, ça crée une réaction en nous. Là, ça devient insupportable parce qu'on en voit souvent. Mais c'est ça, à la base, c'est juste faire voyager l'émotion à travers une image uniquement. Oui. Un bon photographe, c'est vous qui avez dit, c'est quoi un bon photographe? Un bon photographe, je pense que c'est quelqu'un qui arrive à faire ressortir le subjectif dans ses photos, c'est-à-dire tout ce qui le touche personnellement. Je trouve que dans le monde où, comment dire, tout est tourné autour de l'ego des gens, etc., on a besoin de messages qui parlent de personne à personne, de parler du réel. C'est-à-dire que quand je fais une photo, je montre un peu de ma personne et je le donne un peu au monde pour qu'il voit un peu comment moi je vois les choses à travers une partie images. de Florian passe à travers en fait ce regard, en fait le regard. Exactement, c'est ça. ça. Pourquoi je dis ça? Parce que être bon, être pas bon, être excellent ou ne pas, c'est très aléatoire. Oui, exactement. Surtout j'allais dire, dans la culture. Parce que parfois, quand on regarde une photo, on voit la photo, on dit qu'elle est belle. Mais est-ce qu'elle a été tirée avec un déclencheur d'image qui va faire 100 ou 200 photos et on va choisir la plus belle dedans? Et on dirait que le photographe, il est excellent. Mais il aura fait 200 photos pour on ait une bonne. C'est un métier aussi, hein? Oui, photographe, hein. tout à fait, c'est un métier. C'est un métier. Non, c'est ce que j'essaye de dire, de faire comprendre, c'est que après, être bon ou ne pas être bon, c'est une question très aléatoire. Oui, c'est subjectif. Très subjectif. Ouais, Alors, ce que vous pouvez trouver bien, vous pouvez penser le contraire. Ouais. Exactement. Comment vous est venue cette envie de faire des photos? En fait, ça vient d'un tout. Je pense que ça vient surtout du fait que je suis un garçon et la plupart du temps, on n'apprend pas souvent aux garçons à exprimer leurs émotions. C'est quand même assez compliqué en fait de pouvoir parler de ses émotions, de pouvoir se permettre de ressentir les choses en tant que garçon, en tant qu'homme. Et du coup, je pense que quand j'ai découvert la photo, j'ai compris que j'allais pouvoir utiliser cet outil pour pouvoir m'apprendre à ressentir mes émotions, pour pouvoir me découvrir moi-même et pour pouvoir aussi découvrir un peu les émotions en général. Oui. Et là, ça va être un petit peu malicieux ce que je vais faire. Mais je préviens. Ressentir ses émotions, c'est une chose. Quelle est l'autre étape? L'exprimer. Et ça... Non, l'exprimer. Il faut que ça ressorte sur le... C'est le plus dur. Hein. C'est le plus dur. Oui, largement. De loin. Et donc, Florian, vous faites quoi comme type de photo? Donc alors là, on vous a suivi jusqu'à votre licence, vous basculez dans la photographie. Ensuite, on ne devient pas photographe, on n'obtient pas les contrats comme ça, facilement. Vous étiez où? On doit se spécialiser un peu. Alors, je me suis spécialisé dans les portraits. Je faisais des portraits pour mes amis au début. Et ensuite, j'ai commencé à avoir quelques contrats pour les portraits, pour faire des books, en fait. Quand j'étais sur Paris, surtout, je faisais beaucoup de books. Alors, je vais juste préciser, quand il dit faire un book, c'est pas B-O-U-C. C'est B-O-O-K. Exact. Mais non, je tiens souvent à préciser parce que quand on dit faire un book, ça a tendance à rendre chèvre certains. Donc... ça rend chèvre, c'est vrai. Tous ces mots anglais qui pénètrent dans la langue française, il y a de quoi. Revenons à Florian. Et du coup, je faisais des books. En fait, c'est lorsque quelqu'un veut devenir modèle ou veut devenir mannequin, elle doit d'abord faire des photos test. Et du coup, moi, je m'occupais de faire des photos pour ces personnes-là. En général, je faisais ça. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, et ça, c'est plus personnel, c'est le reportage. C'est vraiment s'intéresser à la vie de tous les jours, au quotidien, et essayer de déceler un peu le côté magnifique un peu de notre quotidien. Et moi, mon quotidien, il est plus ancré à La Réunion. C'est pour ça que je suis revenu à La Réunion et que j'ai envie de redécouvrir un peu les images de mon enfance ici. Et il y a aussi une chose,
si on remonte dans les années 90, je ne sais pas si vous étiez déjà né d'ailleurs, non, c'est pas pour critiquer, c'est pour dire, parce que la passion de la photo à ce moment-là, c'est des gens qui étaient planqués pendant des jours et des jours pour un cliché. D'accord. On allait à la chasse, au scoop, entre guillemets. Et les photos se vendaient à des prix... Mieux que maintenant. Voilà, bien mieux que maintenant. Oui. Mais est-ce que cette façon de faire son métier, est-ce que c'est toujours d'actualité? Ou aujourd'hui, un photographe, il pense d'abord la photo, il met en place le cadre, et après il fait ses photos? Alors moi, je suis plus dans cette optique-là de chasser les images, c'est-à-dire que les images sont, et moi je suis là en train d'essayer de les dénicher, et j'essaye aussi de ralentir aussi mon processus, parce que j'ai commencé comme la plupart des gens avec, aujourd'hui en tout cas, ce que je veux dire, c'est les photos digitales, rafale, beaucoup de photos à la seconde, et aujourd'hui j'ai fait machine arrière, et je recommence à faire de la photo argentique. Alors, on va juste Oui, expliquer, parce On que va là, juste je expliquer. Ah, je veux excusez-moi. dire chèvre. Non, c'est bien l'argentique. On va expliquer qu'il y a eu l'argentique et après il y a eu le numérique. Alors l'argentique, tout le monde, je m'excuse. Merci, Jasmine. Je m'excuse. L'argentique, c'est lorsque on mettait la pellicule dans l'appareil photo, on faisait les photos, on prenait la pellicule, on l'amenait chez Développeur, ouais. celui qui va développer. Et c'est tout un mécanisme pour développer. Et quand on dit de l'argentique, c'est parce que ça permettait de mettre ce produit sur la pellicule. Ah, ces fameuses chambres noires, là, où il Exactement. fallait Voilà. toujours, surtout pas de la Exactement. lumière. Ouais, pour ne pas blanchir la photo. Exact. D'accord. Ok. C'est vieux tout ça. C'est vieux, oui. C'est vieux, mais ça revient à la mode maintenant. Oui, ça revient à la mode. Et pourquoi donc ça Parce revient à la que mode? ça... Allez-y. Je En fait, réponds. c'est plus pour l'esthétique. Je pense que dans la photo digitale, à un moment, on voit, on est dans une course au pixel, et à un moment, on voit que c'est trop brut, c'est trop précis. Et on n'a pas besoin, en fait, que ce soit aussi Pixel, précis. c'est les graines? Pixel, c'est Les points. Ah, les c'est points, le ok, nombre de d'accord. points dans une image, c'est quand il y a beaucoup de résolution, quand c'est beaucoup trop précis. Alors que maintenant, les gens ils recherchent beaucoup plus les émotions, et on trouve, en tout cas beaucoup de photographes font machine arrière, justement parce qu'ils trouvent que dans l'argentique, c'est plus facile de faire transmettre les émotions par rapport à l'esthétique, au look des photos. Et puis, parce que il y a quelque chose qu'il n'a pas connu, mais qu'il découvre actuellement, c'est que lorsqu'on on développe sa photo, on a encore une prise sur la qualité de la photo. Ah, Il y a, lorsqu'on fait la photo, et là, lorsqu'on le développe, et on peut, parfois sur les couleurs, parfois sur certains points, on peut intervenir, et on donne à la photo une autre dimension. Et ça, c'est très important. Ouais, c'est compliqué. Enfin, c'est toute une science. Avant, mettre le produit avant, après, etc. Mais après, on peut le faire pendant, mais aujourd'hui, on peut le faire aussi après, maintenant, avec tout ce qui est Photoshop, Lightroom, des logiciels qui permettent de retoucher les photos, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour... Ce qu'on faisait pas avant sur l'argentique, c'est de recadrer la photo. Ah oui. Évidemment. Aujourd'hui, quand on développe la photo, on peut la recadrer. Ouais, évidemment. Donc, donner à la photo une autre dimension. Et ça, c'est quelque chose aussi on peut le faire facilement sur du numérique, il n'y a pas de problème. Mais quand on le fait sur l'argentique, c'est quelque chose de plus risqué aussi. Jouissif. Alors moi, je vais revenir sur une question, sur la question sociale. Avant, on se disait que quand on avait des photos, quand on avait un appareil photo, qu'on prenait des photos, c'était parce que, évidemment, on avait les moyens. Parce que ça coûtait cher d'aller à Noël chez le photographe, faire sa photo, revenir et tout. Et surtout, de faire de la couleur. De faire de la couleur, effectivement. Est-ce que maintenant, c'est resté cette dimension sociale? Certains peuvent se permettre des photos et d'autres pas. Est-ce que ça, il y a encore? Oui. Non, bah, clairement, en fait, moi, je vais pas le cacher, je viens d'une famille qui est assez privilégiée, où j'ai un bagage culturel, social, économique qui m'a permis
de me dire que j'arrête mes études et que, bon, certes, j'étais quand même, je travaillais quand même à mi-temps pour me payer mes pellicules ou me payer mon matériel de photographie, mais Bien sûr. j'ai quand même un coussin qui me permet de pouvoir faire cette profession. La plupart des photographes, la plupart du temps, c'est des gens de la classe moyenne, voire la classe supérieure. C'est pas nouveau et ça restera comme ça pendant un moment encore, je pense, malheureusement. Et c'est pour ça que j'essaierai, en tout cas, de donner plus une dimension sociale, de faire de la rétribution dans le travail. C'est-à-dire que j'ai la chance de faire ce travail-là, mais justement, il faudrait essayer de trouver un système pour que cet art, cet art soit le plus disponible au plus de gens possible dans toutes les classes sociales. Voilà. Alors, vous parlez d'art. Alors, expliquez-nous un peu que ce regard devient un regard artistique. Alors, juste prendre un exemple. Cette photo de deux amoureux qui s'embrassent à Paris. Robert Doisneau. Oui. Robert Doisneau. Je vois. Qu'est-ce qui a fait que cette photo soit devenue, tellement connue, soit tellement appréciée, alors que c'était juste lui passé, il a vu deux amoureux sur un banc, il a voulu Il y a eu des chansons, immortaliser des ce poèmes, moment. exactement. Il y a cette chanson, il y a plein de choses qui en ont découlé. En fait, je pense que c'est quand on accumule un imaginaire. En fait, je pense que Robert Doisneau, pour cette photo, il a accumulé beaucoup d'imaginaire parisien, c'est-à-dire le mur, les cafés parisiens, Le noir et blanc. Ouais. Le noir et blanc, c'est très parisien aussi. Et le couple avec les longs trench, etc., c'était quelque chose c'est une image qui était très parisienne. Et je pense que à force de nourrir son œil, nourrir son regard sur la société, il a vu l'image et il s'est dit en fait ça c'est Paris. C'est très Paris, représentatif ça représente. Voilà, Exactement. des Parisiens. Et je pense qu'il À n'a ce pas moment-là. réfléchi plus que ça et il a pris la photo. C'était logique. Et c'est là où c'est un moment, j'allais dire, banal de la vie qu'il a transformé. Oui, c'est sûr que ça c'est une banalité de Mais s'embrasser. ça reste une référence. Oui. Récemment encore, on a encore parlé de Doisneau, de sa photo, de qu'est-ce qu'il a amené à le faire, qu'est-ce qu'il a voulu montrer. On en parle. Oui. Alors après, parler un peu des reportages, des photos de guerre. On a quand même des fois ces photos qui sont des fois interdites. Alors on a des photos qui sont interdites qu'on ne peut pas... C'est pas qu'il soit interdit, c'est que parfois c'est tellement violent qu'on évite de le montrer. Oui. C'est sûr. Qui sortent maintenant, par exemple, là je pense aux galeries qui sont en train d'exposer toutes les photos du nazi, de toutes ce qui s'est passé, ces horreurs des camps de concentration. Parce qu'il ça reste quand même un regard. Voilà. Il y a un moment, l'émotion a été atténuée par le temps. Donc on peut regarder avec moins de ressenti. Comme je disais, en fait, la photo, c'est ça peut être utilisé comme témoin un peu de l'époque contemporaine, à l'époque du nazisme, par exemple. Et en fait, pour que ce soit accepté dans la société, il faut que la population fasse un travail, qu'on fasse un travail de mémoire, mais aussi qu'on fasse un travail de recul. Et je pense qu'à certains moments, on n'est pas prêt à voir ces images-là. C'est ce qu'il disait, Gismi, oui. Et autre chose encore, il faut ce moment de recul, oui. Simone Signoret est rentrée au Panthéon il n'y a pas si longtemps. Joséphine Baker, ça sera le 30 novembre. Oui. C'est deux femmes qui ont participé à la guerre. Et c'est vrai que c'est encore vivant. Les témoins de ce moment terrible bien sûr. sont encore là. Donc les émotions sont encore là. Et c'est pour ça. Par contre, ce que je voulais dire, c'est est-ce que Florian Lafosse a un objectif particulier en disant je veux devenir photographe de telle chose ou telle chose, ou rester ouvert à tout? Après, moi, je vois plus... tout à l'heure, je parlais d'art, mais je vois plus les photographes comme des artisans. C'est-à-dire qu'ils ont une technique, et ensuite, ils peuvent l'utiliser sur plusieurs sujets. Ensuite, moi, ce qui me touche le plus, c'est la photographie de reportage, la photographie de documentation. Alors, voilà les photos. Merci, Laine. Voilà donc quelques photos. Ça, c'est pendant les mouvements Black Lives Matter à Paris, l'année dernière. Oui. Explique-nous le mouvement. En gros, c'est après c'est suite à... Voilà. Allez-y. C'est suite à l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de remous en fait dans la société, dans les sociétés européennes, et surtout à Paris, il y a eu pas mal
Là, c'était devant le tribunal de grande instance de Paris pour le procès pour un des procès concernant Adama Traoré qui s'est fait tuer aussi par la police. Lui aussi a été victime de ce qu'on appelle une Oh, là, bavure il est beau. policière. Moi, j'aime bien celle-là. Hein. Voilà. Celle-là, elle me parle. On se Celle-là, elle me parle calme. bien. On se Alors, calme. lui, c'est Nicolas Huchard, qui est un danseur parisien qui fait des tournées avec des grandes stars internationales, qui est plutôt... Enfin, c'est un ami à moi, il est vraiment très cool. Oui. J'aime beaucoup. Là, c'est Zola, un rappeur français qui marche pas mal en ce moment. Ça, c'est un extrait On est à Paris ou on est en Chine? On est à Séoul, Ah, exactement. C'était d'accord. En Corée du Sud. en Corée du Sud. Ouais. Ah oui. Oh ben, dis donc. Magnifique, c'est vrai la photo que est là, vraiment bien. Ça, Et- c'est juste à la possession. Mais il y a là. Et c'est pour ça que je disais que C'est la le photo, lever du soleil. elle met en valeur. Ne serait-ce que l'atoll ondulé, l'effet du soleil, ça... Et c'est pour ça qu'être photographe professionnel, c'est quelque chose de particulier. Et celle juste après, c'est la même photo. J'étais au même endroit, à quelques heures plus tard. C'est juste que la lumière était allumée. Je me suis dit, bon, Ah oui. c'était joli. Voilà. C'est beau. Ah oui. Et mon petit frère à l'Ermitage. Le contre-jour. Jouer contre-jour. le C'est contre-jour. beau. Jouer Là, avec c'est la beau. lumière. Ouais, c'est Là, magnifique. là, oui, on Métro s'évade. parisien. Excellent. Très belle photo, effectivement. Ah, Il y a un filtre ou pas? En fait, là, c'est la photo du métro parisien où c'est tout vert et tout. C'est plus un imaginaire. C'est parce que je regardais beaucoup de films hollywoodiens et qu'ils donnent beaucoup sur la saturation des couleurs. Ah, d'accord. Et du coup, j'ai essayé un peu de répliquer le style un peu hollywoodien dans ces images-là. D'accord. Là, c'est un carré poulet en préparation. Oui, c'est sûr. Et Oh, là, bah, c'est... dis donc, ça, c'est joli. C'est là où on voit la qualité du photographe, on voit son professionnalisme, son regard. Parce Le que mouvement est bien, j'aime le bien cadrage, le mouvement. Là. le cadrage, Ah oui, ouais, le cadrage. effectivement. J'aime Là, bien aussi. c'est un collectif de femmes indiennes à Paris qui sont militantes et qui font des réunions, etc. J'ai pas mal discuté avec elles. J'ai des amis qui sont sur la photo et j'aime beaucoup. Enfin, plus même, c'est des Malbarès de Paris, quoi. Bravo. Les Malbarès de Paris. Ah Je non, savais pas que... Bah, de toute façon, de Malbarès, il y en a dans tout le monde, hein, donc, Ouais, partout, oui, ça. dans le monde entier. Donc, ça va pas changer les choses. Je viens de prendre 3 minutes sur le temps qui m'était imparti. Oui. Donc, on va conclure. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait l'occasion de vous revoir sur ce plateau dès que vous en avez envie et qu'on puisse regarder les photos que vous voulez montrer et de vous suivre un petit peu et de voir un petit peu comment ça évolue et votre regard aussi sur la Réunion. Ok, Merci. Merci bien. Merci Florian Lafosse. Merci également à Koussoum Lolibou pour, Merci, Jasmine. pour ce moment. On marque une pause, on se retrouve juste après. La CRES, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de la Réunion, qui est une fédération, un mouvement et qui réunit toutes les familles de l'économie sociale, à la fois les associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles et les entreprises d'utilité sociale. Pour vous, qu'est-ce qui différencie l'économie sociale et solidaire de l'économie? L'économie sociale est dans l'économie. Mais c'est une forme d'entreprendre et c'est aussi une manière de fonctionner qui est différente. Donc les finalités de l'entreprise se distinguent des autres puisque la finalité n'est pas faire que du profit, mais de développer des projets qui ont une finalité soit sociale ou sociétale. Voilà. Dans le contexte d'aujourd'hui où l'économie a beaucoup de mal, qu'est-ce que propose l'économie sociale et solidaire? L'économie sociale est pourvoyeuse de solutions, elle devance énormément. C'était le cas par exemple il y a quelques années sur les services à la personne, où il n'y avait que des associations qui le faisaient. Et aujourd'hui on se rend compte qu'il y a énormément d'entreprises et de structures associatives qui sont positionnées sur ce marché. Voilà. Donc l'économie sociale peut répondre à des besoins et des enjeux de tout type. Ça peut être sur l'économie circulaire, ça peut être sur le tourisme, comme on le voit aujourd'hui. Ça peut être aussi sur des enjeux de développement de nouvelles technologies à travers des plateformes de coopération nouvelles. Ça peut être sur le lien aux habitants et aux personnes âgées, puisque il y a toujours aussi des réponses à inventer de ce côté-là. Donc voilà, tout ce qui touche à l'humain, la réponse à des besoins humains, c'est l'économie sociale qui est généralement bien outillée et dotée pour le faire. Il y a quand même un hic. On regarde l'économie sociale et solidaire un petit peu comme le parent pauvre de l'économie.
Alors c'est vrai que l'économie sociale n'est pas forcément reconnue à sa juste valeur pour sa réelle contribution au territoire, à l'économie, à la dimension sociale qu'on peut connaître dans nos sociétés. Par contre, elles sont là, ça augmente, il y a toujours une contribution beaucoup plus forte et à La Réunion on voit que sur les 10-15 dernières années, il y a toujours eu une sacrée évolution en termes de poids, d'emploi, de compétences, de services offerts à la population. Donc c'est une économie qui est en devenir, qui est une économie aussi d'avenir et du coup il y a de plus en plus de politiques publiques qui reconnaissent cette économie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait montrer pour que les gens regardent l'économie dans sa dimension réelle, l'économie sociale et solidaire dans sa dimension réelle? Il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est bien sûr la dimension service. Donc la population doit repérer aussi toutes ces structures, puisqu'en fait l'économie sociale, souvent, c'est des choses qui se passent à l'intérieur. Et ça ne se voit pas forcément dans le service. On a tendance à confondre ce que propose une structure de l'économie sociale et ce que propose une structure classique. Donc voilà, derrière, c'est aussi rendre lisible ce que peuvent faire les acteurs de l'ESS. La deuxième chose, c'est bien sûr au niveau de la coopération. Il y a des liens, il y a des manières de faire de la coopération qui appartient à l'économie sociale et solidaire, des alliances fortes. Et ça aussi, c'est une approche collective qui est une caractéristique qu'on retrouve dans beaucoup d'acteurs. Et la troisième chose, c'est au niveau des politiques publiques. C'est-à-dire que voilà, une vraie reconnaissance, non pas que d'un petit morceau comme on a tendance à le voir, soit l'associatif, soit des thématiques, soit des secteurs, mais voir l'ensemble de ce que ça peut représenter à l'échelle de notre région par exemple, pour justement prendre en compte la vraie plus-value par rapport à nos enjeux de société. La question c'est pourquoi aujourd'hui les politiques publiques n'intègrent pas à sa juste valeur l'économie sociale et solidaire dans l'économie? Alors il y a plusieurs raisons historiques. La première, si on prend l'exemple de La Réunion, c'est que l'économie sociale a été souvent associée à une dimension sociale. Voilà. Et donc on considère que c'est la partie non marchande, aide, et c'est resté, je dirais, sous parfois des statuts uniques. Voilà, on connaît bien le statut associatif. On a tendance à considérer l'économie sociale comme une association qui fait de l'humanitaire ou du social. Or que c'est beaucoup plus riche que ça. À La Réunion, comment cette économie sociale et solidaire se manifeste? C'est manifesté dans les années 1800 comme un terreau d'entraide et de solidarité. Et elle a évolué pour toucher énormément de champs, le sport, la culture, l'environnement aujourd'hui, mais aussi la santé. Et en fait, l'économie sociale est une économie qui va toucher tous les secteurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On le retrouve dans les nouvelles technologies, on le retrouve dans la mécanique, on le retrouve dans la santé avec des structures qui sont performantes. Donc l'économie sociale est en train de prendre sa place dans différents secteurs de l'économie rayonnaise et c'est constant depuis une quinzaine d'années. Comment voyez-vous l'évolution de l'économie sociale et solidaire à La Réunion? Alors cette évolution va passer par plusieurs étapes, puisqu'en fait c'est une économie qui se co-construit. Donc tous les travaux que nous menons avec les acteurs du terrain font ressortir des enjeux très forts sur le retour à l'humain, donc de ce lien. Voilà, parce que les nouvelles technologies ont tendance à créer de la distance et il nous faut toujours créer cette gouvernance, cette dimension collective dans tous les projets. Donc l'économie sociale, c'est quand même une économie du lien. On est aussi sur de l'économie collaborative. Donc l'économie sociale a beaucoup de choses à apporter là-dessus. Et on est aussi sur une économie qui peut apporter des solutions sur de l'économie circulaire. Donc toutes ces formes nouvelles d'économie sont en train de prendre une vraie dimension structurante dans les prochaines années. On a aussi l'économie qui touche aussi à nos fondamentaux, l'hébergement, la santé, les services à nos seniors. Donc ça aussi c'est une économie qui est en train de prendre essor et qui est en train de muter puisqu'on se rend compte que ces formes de services de proximité sont demandées par la population. Comment faire un boudin traditionnel? On fait une approche traditionnelle, parce que le traditionnel même est récupéré le son dès qu'on utilise le cochon. Et vu qu'on a des normes à respecter, on a quand même des règles, nous prenons le sang à l'abattoir, nous le tremper avec le pain racine. Après, disons, une demi-heure, quand il est bien trempé, nous écrasons le sang. Vous faites les oignons verts, le PSC, on ne fait pas cuire. Après,
passe au chou. Le chou, on fait aussi avec la graisse, les épices, le sel, le poivre. On met aussi du gingembre, du thym aussi. Et les produits de base. Par rapport à avant, est-ce que le boudin il fait comme avant? Il rapproche, mais avant on l'avait, comme dit, quand tu piques le cochon, tu récupères le sang, le pain était déjà dedans, et il fait des trempes, il est quasiment pareil, sauf que là maintenant, le seul truc qui change à nous, comme nous fait beaucoup, maintenant nous cuit plus à l'eau, nous cuit dans un four mix. Qui envoie la vapeur et des gouttelettes d'eau à 87 degrés. Et il revient à pareil. Aujourd'hui, quand on voit le client, il apprécie toujours le boudin, on voit par rapport à la quantité que vous produisez. Oui. Après, là, c'est un client et comment dire ça? Ça n'a pas fait la différence. Des fois, quand tu viens dans le labo, tu vois comment il fait cuire. Si tu fais, enfin, quand il fait cuire dans l'eau, l'explication, dans longtemps, il fait cuire à l'eau. Parce que il évite quand même au minimum 70 kilos. C'est pas évident la semaine. Mais après, quand il y a le week-end, 2 fois, 3 fois plus. Et puis ça alors, comme je dis, si la température a manqué de l'eau, ça ne peut pas faire rien quelques kilos, là, peut faire au moins bon, 35-40 kilos. Vu que dans le four elle est contrôlée, la température, on en a le temps aussi, pas besoin à chaque fois regarder, on a une cuisson uniforme, mais on n'inquiète pas, on va la mettre dedans. Un client, quand il échange avec vous, vous avez plus de piment, d'oignons verts, plus de choux. Il arrive parce que des fois il y a des périodes où on en a moins de choux, moins d'oignons verts. On essaye de doser, mais l'oignon n'est pas bête, tu remarques, l'oblige explication. Comment manger boudin vraiment dans la tradition? C'est dès que les chauds, un bout de pain, un gazonnerie? Ah oui, quand il est chaud, parce qu'un boudin quand il refroidit, t'as des gens ils mangent froid, mais avec bien. Donc vous voyez, quand on coupe à l'île, la graisse coule encore, vous avez un petit morceau de pain, quand tu peux mettre le billet dessus, ça va l'être.